Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Inauguration officielle de la Kagitumba Kayonza Rusumo. Les habitants vivant le long de cette route se réjouissent de sa construction. Alors que l'affaire Sostène Munyemana se poursuit à la cour d'assises de Paris, ceux qui suivent de près ce procès estiment que juger les crimes de génocide 29 ans après les faits et à des milliers de kilomètres des lieux de massacre constitue un défi de taille. Bienvenue encore une fois à ce journal, l'inauguration officielle de la Kagitumba Kayonza Rusumo. Les habitants vivant le long de cette route se réjouissent de sa construction en indiquant qu'elle est un important projet d'infrastructure qui les aidera à développer leurs activités et à faire du commerce transfrontalier entre le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda. Ceux qui l'utilisent disent également qu'ils considèrent cette route comme un cadeau spécial de développement, qu'elle va les aider dans diverses activités qui nécessite de la communication. Le ministre des Infrastructures, Dr Jimmy Gasore, a indiqué dans son adresse que les infrastructures sont les principaux atouts de développement, que la population devrait participer activement aux objectifs du pays en exploitant cette infrastructure. La route Kagitumba Rusumo est fréquentée par plus de 160 millions de personnes et s'étend sur 208 kilomètres. Alors que l'affaire Sostène Munyemana se poursuit à la cour d'assises de Paris, ceux qui suivent de près ce procès estiment que juger les crimes de génocide 29 ans après les faits et à des milliers de kilomètres des lieux de massacre constitue un défi de taille. C'est ce qu'explique Maître Gilles Paruel, l'un des avocats des parties civiles dans ce procès. On peut toujours s'interroger de savoir si un procès qui se tient 29 ans après la fin du génocide des Tutsis est quelque chose d'important et s'il constitue un défi. C'est un défi en effet, comme l'étaient les précédentes audiences pour les autres génocidaires qui ont été condamnés par les différentes cours d'assises de Paris. Alors Munyemana est-il un défi par lui-même? Oui. Parce que ce ne sont pas simplement les décideurs qui doivent rendre des comptes à l'histoire, ce sont les gens de tous les niveaux, que ce soit les génocidaires qui ont trempé la machette dans le sang des victimes Tutsis, ou que ce soit les intermédiaires, ces intellectuels comme Munyemana qui ont participé par leur aura auprès de la population, eh bien, pour les inciter à intervenir et à tuer leurs congénères. Alors, c'est un défi de tous les jours, comme c'est un défi pour la justice française d'avoir à poursuivre et à juger un certain nombre de personnes qui se situent encore sur le territoire national. À titre personnel, je suis particulièrement vigilant pour Serge Bouya, qui est un des décideurs qui est important et que je ne voudrais pas voir mourir en France dans une maison de retraite avant même d'avoir rendu des comptes à la justice. Voilà ce que je pense à titre personnel. Je suis au Rwanda, aux côtés du Rwanda, aux côtés de la justice du Rwanda depuis 30 ans maintenant, après le génocide, que je n'ai pas vécu, mais j'en ai vécu. Le lendemain, ça m'a marqué terriblement et je pense que ça aussi c'est un défi de pouvoir continuer sur le temps, sur la durée, un travail de recherche de la justice. Et la justice ne passera, et la reconstruction du Rwanda et la restructuration des victimes qu'à partir du moment où des personnes comme Munyemana, voilà un mot que j'aurais pas dû indiquer parce que je pense au moi-même que Venceslas Munyemana aurait dû être poursuivi, mais comme Munyemana, eh bien, doivent rendre des comptes à la justice. Voilà le défi qui se trouve dans ces procès qui se situent maintenant de façon régulière devant les cours d'assises françaises. Même si les procès relatifs au génocide des Tutsis entraînent des difficultés, la tenue de ces procès est d'une grande importance à la fois pour le Rwanda et surtout pour l'opinion publique française. Je pense en effet que ce procès a une autre fonction, une fonction qui est également éducative. Ce procès, il y a la justice qui va être rendue,
mais il y a également l'information qui va être donnée aux Français. Il est certain que depuis un certain nombre d'années, je veux dire 5-6 ans, les Français ont une connaissance du génocide des Tutsis au Rwanda. Auparavant, ce n'était pas le cas. La plupart des émissions qui parlaient de l'Est africain parlaient plus du Congo qu'on parlait du Rwanda. Aujourd'hui, tout a changé. Tout a changé. On a eu une série d'émissions à la télévision, on a eu des interviews qui ont été données, de telle sorte que les procès, surtout le premier procès, il faut bien le reconnaître, eh bien, ont été une révélation pour un certain nombre de Français qui n'avaient pas connaissance du tout du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Alors, pour eux, ça a été une découverte qui était même parfois une découverte honteuse, parce qu'ils se sont rendus compte que l'État français, pendant le génocide, n'avait peut-être pas eu l'attitude qu'il aurait dû avoir. Et donc ça a été douloureux à la fois, mais instructif également. Et aujourd'hui, eh bien, grâce à ces procès, la plupart des Français connaissent le Rwanda, connaissent surtout ce qui s'est passé au Rwanda durant le génocide des Tutsis en 1994. Je pense que, comme je le disais au début de mon intervention, non seulement il y a un besoin de justice, mais il y avait un besoin éducatif. La moitié de l'eau traitée industriellement au Rwanda ne parvient pas aux citoyens, d'où une perte annuelle d'environ 10 milliards de francs rwandais pour le pays. Néanmoins, des mesures visant à accroître l'approvisionnement en eau potable sont en place, car après la fin des travaux de construction de la station d'épuration de Kanzenze, certains habitants apprécient le changement notable dans l'accès à l'eau potable. Le point avec Patrick Nilidandi. Dina Vumilia réside dans le district de Bugesera depuis 12 ans. Elle a vécu pendant longtemps les défis liés à l'approvisionnement en eau potable, car cette partie du pays a été, pendant assez longtemps, les parents pauvres de la République dans plusieurs domaines, notamment celui de l'accès à l'eau potable. Nous avions l'habitude d'aller puiser de l'eau à Kigali et le coût était vraiment élevé pour les habitants d'ici. Nous avons souffert longtemps du manque d'eau. Maintenant, cette situation est derrière nous, car nous accédons facilement à l'eau potable. Rien qu'un jerrycan d'eau coûtait à l'époque 200 francs rwandais et nous en consommions 120 par mois. Et maintenant, le jerrycan revient à 20 francs rwandais. Les habitants des districts de Bugesera et Kichukiro sont désormais heureux de pouvoir accéder facilement à l'eau potable, alors que dans le passé récent, ce fut un véritable casse-tête. D'énormes réservoirs ont été construits pour nous et nous ne manquons plus d'eau. Avant, nous nous rendions dans les marais pour puiser l'eau, malheureusement impropre à la consommation, et nos enfants étaient continuellement malades, nous-mêmes également. Cela fait déjà 3 ans que la station d'épuration d'eau de Kanzenze est opérationnelle. Le rapport de l'auditeur général des finances de l'État pour l'exercice 2022 démontre que 11 usines de traitement d'eau sur les 25 disponibles dans le pays traitent l'eau à un taux inférieur à 75%. La même année, ces installations ont traité 68 millions de mètres cubes d'eau et la quantité parvenue aux citoyens était de 37 millions de mètres cubes, soit environ 55%. Cela signifie que 45% d'eau traitée est gaspillée avant d'arriver aux consommateurs du Rwanda, ce qui génère une perte de 10 milliards de francs rwandais. Les experts en conservation et distribution d'eau trouvent essentiel de disposer des mesures contre le gaspillage d'eau. Le ministre des Infrastructures, Dr Jimmy Gasole, déclare qu'avec la volonté politique du gouvernement rwandais, les projets de distribution d'eau potable se réaliseront et les objectifs du pays seront atteints. La priorité est d'augmenter les infrastructures servant au traitement d'eau, mais aussi des infrastructures pour l'acheminement et le transport de cette eau vers les consommateurs, mais aussi les produits pour l'hygiène et l'assainissement de cette eau en vue de le rendre potable. Le Rwanda s'est fixé comme objectif de rendre l'accès à l'eau potable possible à 100% pour ses citoyens, contre 82% actuellement.
Le Rwanda se déclare disposé à donner sa contribution pour trouver une issue définitive aux défis sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. C'est en tout cas la déclaration du porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Alain Mukurarinda, qui estime que les autorités congolaises devraient privilégier le dialogue, résoudre les problèmes internes de ce pays. C'est dans une interview qu'il a accordée à la télévision rwandaise. La position du gouvernement rwandais est très claire. En fait, le communiqué que vous avez vu du Bureau des Affaires étrangères, je crois, si je me trompe, des États-Unis, c'est juste dans la continuité de ce qui s'est passé depuis le mois passé. Et il y a eu des intervenants, des autorités, de hautes autorités des services de renseignement, de sécurité, qui ont pris la charge ou qui ont pris la décision de faire la navette entre les deux capitales, Kinshasa et Kigali, pour essayer de trouver une solution, qu'elle soit au départ provisoire et par après peut-être définitif, au problème qui se passe de la guerre qui se déroule à l'est de la RDC. Bon, aujourd'hui, on est en train de parler de l'accord entre les forces armées qui se battent avec les milices, avec les groupes armés à l'est de la RDC qui ont accepté un cessez-le-feu de 72 heures. Ça, c'est une très bonne chose. Le Rwanda soutient cette position. On parle du Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda a toujours aussi réclamé, a toujours démontré qu'il y avait un problème de sécurité grâce aux groupes armés qui souhaitent déstabiliser le Rwanda et qui l'ont déjà fait, pas une ou deux ou trois fois. On espère que le fait que les États-Unis ont pris la décision de prendre ce problème, d'essayer de le résoudre entre les deux pays, c'est une bonne chose. Ça, c'est clair. Deuxièmement, le fait qu'il y ait des résultats minimes, soit ces résultats, c'est aussi une bonne chose. Parce que 72 heures d'accalmie, 72 heures de cessez-le-feu, pourquoi pas ne pas commencer à partir de ces 72 heures pour essayer d'avoir une semaine? C'est ce qu'on espère. Et si on a une semaine, pourquoi ne pas s'asseoir cette fois-ci et essayer de voir quelle est la cause profonde de ce qui se passe au Congo et de trouver une solution. Et puis, ça montre autre chose. Ça montre également que s'il y a une volonté politique entre les deux gouvernements, entre les belligérants, avec l'aide des pays de la région, s'il y a une volonté politique, il y a moyen de résoudre ce problème par les discussions, par les négociations et non pas par les armes. Le livre Afrique et mondialisation, Rwanda d'hier et d'aujourd'hui de Mukama Kairenga, Alphonse, vient d'être présenté. Dans ce livre, l'auteur déconstruit le mythe de la mondialisation inclusive. En se référant aux expériences du Botswana et du Rwanda, il montre que l'émergence du continent africain se fera avec le changement du paradigme, surtout en ce qui concerne le leadership, la démocratie, la gouvernance ainsi que l'accélération de l'intégration politique et économique. Alphonse Mukama explique comment lui est venue l'idée d'écrire ce livre. L'idée d'écrire ce livre m'est venue après plusieurs discussions avec des amis dans plusieurs pays africains. Les questions revenaient très souvent sur la question de la crise de la gouvernance en Afrique. Occasionnellement aussi, la question qui venait, c'était l'origine du génocide contre les Tutsis en 1994. Cette question n'est souvent pas bien comprise par des observateurs extérieurs du Rwanda. L'auteur indique également que l'Afrique se trouve dans la croisée des chemins et qu'elle peut saisir sa chance pour faire partie intégrante de la mondialisation. Il a indiqué que son livre s'adresse en priorité à la jeunesse africaine. L'objectif que nous recherchons en réalisant cet essai, c'est de donner à la jeunesse africaine des instruments conceptuels qui peuvent leur permettre de comprendre d'où vient la crise de la gouvernance en Afrique.
nous offrons à la jeunesse africaine un outil de travail qui leur permet de gagner du temps, d'avoir une base conceptuelle pour comprendre les défis du moment et pour pouvoir chercher les solutions. Pour le moment, il y a beaucoup de bouleversements à travers le monde et l'Afrique doit se mettre au travail pour voir comment changer sa place dans la mondialisation. La place de l'Afrique en ce moment-ci n'est pas une très bonne place, mais l'Afrique, si elle se met au travail, elle peut bouger et se retrouver dans une meilleure position dans la globalisation, au même titre que d'autres pays qui ont su profiter de la mondialisation, comme la Chine. La Chine, en 1949, était en proie aux catastrophes naturelles, à la faim, au sous-développement. Mais en un demi-siècle, la Chine est devenue la deuxième puissance au monde. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne ferait pas la même chose? Les artistes plasticiens indiquent que leurs œuvres d'art jouent un rôle dans la visibilité du Rwanda, tant localement qu'en dehors de ses frontières. Les détails avec Kassim Youssouf. Fizi Eugène dispose à son domicile d'environ 500 différentes œuvres artistiques et le prix le plus bas lors de la vente de ses œuvres est d'un demi-million de francs rwandais. Lorsqu'il voit une calebasse, qu'il voit des vaches traditionnelles rwandaises Inyambo, parce que lorsqu'ils assistent à la danse rwandaise, les Rwandais n'expriment autre chose que les longues cornes de nos vaches. Lorsqu'ils font des sauts pour jeter la lance, cela démontre la bravoure des Rwandais. Ceux qui nous entourent trouvent que notre Rwanda est de l'or et c'est ce que j'exprime. Lorsque vous voyez des gens danser et que cet art montre comment les gens pratiquaient du sport sans difficulté, comme cela. Grosso modo, l'art parvient à parler et à s'adresser à tout le monde. L'artiste Kwizera Ezra a pris la décision de faire visiter ceux qui viennent au Rwanda à travers son art, les monts et les vallées qui font sa beauté, parce qu'il sait qu'ils n'ont pas assez de temps et qu'ils peuvent s'imprégner de tous les paysages du pays sans faire le tour de tout le pays. Lorsque beaucoup d'étrangers viennent à Kigali, ils y passent à peu près 3 jours et n'ont pas le temps de se rendre à Musanze ou à Gisenyi. Alors, grosso modo, nous leur amenons les paysages pittoresques du Rwanda ici en ville et c'est pourquoi les étrangers aiment notre manière de faire. Ce sont des œuvres d'art qui émerveillent ceux qui visitent le Rwanda, dont Pitayang, en provenance du Canada. Pour moi, malgré les randonnées que j'effectue un peu partout dans le monde, je trouve qu'en Afrique, surtout au Rwanda, il y a une voix forte qui se lève et les jeunes sont en tête pour transmettre cette voix assez loin possible à travers leurs occupations comme ces œuvres d'art et cela aide à infirmer ce que l'Occident dit à propos de l'Afrique. L'artiste Bernard Wirassa revient d'un voyage en Chine où il a représenté le Rwanda à l'exposition qui a rassemblé environ 80 pays. Il admet qu'inculquer aux enfants le patriotisme, cela serait mieux fait à travers l'art. Icyo kintu naragishimye cyane kuko bafata abana b'imyaka itatu ine bakajya ahantu nkuko natwe turahari. Ce que j'ai apprécié en Chine, c'est qu'ils prennent des enfants de 3 ou 4 ans, qu'ils amènent dans des places que nous avons aussi et l'enfant commence à aimer cela alors qu'il est encore très jeune. Il apprend alors quelque chose de son pays. Même s'il est en classe, il peut apprendre autre chose à faire manuellement.
C'est vraiment important et pas très sophistiqué. En plus de la visibilité du pays, la part du secteur artistique en général au produit intérieur brut est de 5%. L'Institut national des statistiques a fait savoir l'année dernière que le secteur touristique a augmenté de 36 fois, passant de 9 milliards de francs rwandais en 1999 à 328 milliards en 2016. Place maintenant au tour du web avec notre consoeur Amandine Dikoumassawo. Bonjour Amandine. Bonjour Michel. Alors, commençons par les ZLA Games. Yes, c'est les 13e Jeux interparlementaires de la communauté est-africaine qui se déroulent actuellement à Kigali et qui vont durer 10 jours depuis vendredi 8 décembre. Il s'agit d'une initiative qui joue un rôle fondamental dans l'interaction de l'EALA avec les membres des parlements nationaux et le personnel et les citoyens de l'Afrique de l'Est. Michel, si pour les parlements, le sport les aide à promouvoir leur diplomatie, l'intégration régionale, la prise de conscience de ce dont le peuple a besoin, est-ce que tu ne penses pas que le sport est quelque chose qu'on pourrait encourager tout d'abord par nous et les autres? C'est quoi ton point de vue? Quel sport peut te rapprocher à ta famille, ta société ou bien tes collègues? Je pense que tous les sports peuvent rapprocher une personne et une autre, mais moi particulièrement, je pense que c'est la marche, le vélo avec mes enfants. Donc, ouais, c'est une très bonne chose. Voilà. Et ça favorise aussi la discussion, la cohésion. Ouais. Il est en même temps bon pour la santé aussi, un outil qui aide à la résolution des conflits. Parlons de Noël, l'esprit de Noël. La fête de Noël approche et cette année, il y a une très belle ambiance. Il y a des gens et des familles qui sont en train de faire d'acheter des articles, mais aussi ici, j'ai voulu insister sur l'industrie créative. Il y a beaucoup de préparation avec les photographies, avec la vidéo et la créativité. Par rapport aux années antérieures et depuis la Covid, c'était comme l'esprit de Noël avait été enterré. Mais maintenant, à Kigali, en Afrique et partout au monde entier, tout le monde se prépare pour Noël. Là, tu viens de me rappeler que je dois faire le petit sapin de Noël. Voilà, c'est ça en fait. Alors, on continue avec en Afrique. Ouais. En Afrique du Sud, il y a Tyla Laura Setal. À 21 ans, l'étoile montante du phénomène Amapiano en Afrique du Sud, elle a marqué vraiment dans le Billboard 100 Hot, classement musicien américain de référence des titres les plus écoutés chaque semaine, avec son tube devenu viral, Water. Water qui a même fait plusieurs, je dirais, copies, donc des remixes avec d'autres artistes comme Chris Brown, Beyoncé. Tu as écouté le remix? Avec Drake. Oui. Il y a beaucoup d'artistes internationaux, ce qui veut dire que cette chanson a vraiment cartonné, quoi. Oui, dans son entretien récemment, elle a parlé du fait qu'elle est venue au Rwanda dans Giants of Africa. Elle est venue. Elle pensait vraiment que c'était normal, mais elle a pris au sérieux ce qu'elle devait faire. Elle a été intentionnelle, elle a aimé ce qu'elle était en train de faire. Et après, quand elle a quitté Kigali, tout ce qu'elle a fait a eu comme des vues de 80 millions. Wow. Et par après, ce qu'elle a eu comme tournée internationale aux États-Unis, à Londres et tout, ça l'a apporté un accent d'abord à sa popularité, mais aussi elle a insisté sur l'excellence, la passion et l'intentionnalité. Comme quoi, il ne faut jamais baisser les bras. Voilà, prendre tout au sérieux et ne prendre pour acquis quoi que ce soit qu'on a. Ouais. Parlant des influenceurs, on continue sur les réseaux sociaux. Maintenant, au vrai sens du terme, influence, c'est une action généralement continue qui exerce quelque chose sur quelque chose ou bien sur quelqu'un. Sur les réseaux sociaux, tout le monde, à partir du Rwanda, en Afrique et au monde entier, tout le monde parle du fait des influenceurs. Quand on a un grand nombre de personnes qui nous suivent, on a un message qui est transmis en très peu de temps et qui arrive à un grand nombre. Maintenant, il y a des crimes qui sont commis sur Internet. Ici, la question qui se pose, est-ce qu'il faut éduquer les influenceurs ou bien il faut renforcer les pénalités parce que ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils font, ça a un impact direct et très profond sur la société. Je pense en parlant de pénalités, c'est plus aussi le devoir de ces réseaux sociaux de pouvoir vérifier tout ce qui se fait véhiculer sur les réseaux. Donc, pour pouvoir aussi mettre, je dirais, des limites à ces influenceurs. Parce que ce n'est pas facile pour un pays de surveiller ces influenceurs. C'est plutôt le devoir des réseaux sociaux, quoi. Quand on se retrouve bloqué, par exemple, ou bien qu'on efface le contenu que tu as posté, tout ça là, ça contribue, quoi. Oui, ça aussi, d'un côté, il y a d'abord la plateforme qui a
c'est à la plateforme de pouvoir contrôler, puisque c'est elle qui donne l'accès. Et aussi, je pense que maintenant, on peut avoir une campagne qu'on fait. On a besoin qu'une campagne soit vraiment effective, mais on a aussi besoin que ces gens puissent être éduqués, puisque ici, il y a question de personnalité, il y a question d'identité et leur passion et leur talent. Donc, il y a des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils sont en train de faire, mais si au moins il y avait quelque chose comme éducation autour de ça, ça pourrait être bénéfique. Oui, c'est vrai, et aussi le sens de la responsabilité. Voilà. Merci beaucoup Amandine du Kumasao. C'est un plaisir. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Merci d'avoir suivi. Au nom de toute la réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. À la prochaine.